Une rencontre avait lieu samedi 3 septembre 2022 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec l'autrice Rachel Korenblit à propos de son nouveau roman Pas la fin du monde, publié aux éditions Bayard Jeunesse autour du 21 septembre 2001, jour de l'explosion de l'usine AZF. Merci à tous et à toutes d'être venus pour cette rencontre avec Rachel Korenblit, qu'on est ravis de recevoir pour son dernier roman, Pas la fin du monde, qui vient juste de paraître fin août aux éditions Bayard. Est-ce que certains l'ont déjà lu ou pas? Okay. Moi aussi. Du coup, on est 3. Je te présente rapidement. Du coup, tu es romancière. Tu as écrit une trentaine de romans jeunesse et adultes et des pièces de théâtre également. Des pièces de théâtre jeunesse. Alors, j'ai commencé par des pièces de théâtre, oui, Okay. en jeunesse. Okay. Et donc, ton premier roman, c'est Shalom Salam maintenant, aux éditions du Rouergue en 2007. Donc, ça fait déjà un petit moment. Et ton premier roman adulte, 40 tentatives pour trouver l'homme de sa vie, en avril 2015. Et donc, ce nouveau roman qui vient de paraître, qui prend comme point d'ancrage le 21 septembre 2001, dont tout le monde se souvient, et l'explosion de l'usine AZF. Je vais essayer de faire un résumé. C'est toujours le truc le plus difficile, faire un résumé devant les auteurs ou les autrices. Donc j'ai la pression, ne me jugez pas. Donc on suit un frère et une sœur, Frida et Léon, qui sont donc 2 jeunes adultes, un peu, alors en guerre le mot est un peu trop fort, mais une famille un peu explosée depuis plusieurs années, et au fur et à mesure du roman on comprend pour quelles raisons. Et donc l'histoire commence avec Léon qui fait du vélo dans la rue et qui va se retrouver au sol et ne pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive. On va suivre ses déambulations dans les rues de Toulouse, ses retrouvailles avec sa sœur et ses tentatives de retrouvailles avec toute la famille, sur fond donc de catastrophes, j'allais dire nucléaires, non, j'ai pas le terme, industrielles, merci. Ça va? C'est à peu près... Oui. J'ai oublié les trucs. En fait, l'idée, c'était de raconter la journée de cette explosion et de ne pas en faire le sujet principal, de m'en servir comme toile de fond et de raconter l'histoire d'une famille. Je crois que c'est surtout ça le cœur du récit, c'est l'histoire d'une famille explosée qui va désexploser, qui va se retrouver justement parce qu'il y a eu une explosion. C'est un parcours physique dans la ville et c'est un parcours aussi de retrouvailles, me semble-t-il, entre justement un garçon, Léon, 18 ans, et sa sœur, Frida, 22 ans, et puis aussi leur mère, leur grand-mère et leur père. C'est ça, c'est vachement mieux résumé. Du coup, est-ce que tu es d'accord pour commencer cette rencontre par une lecture d'un extrait? Donc, je vais vous lire le début du 2e chapitre. 21 septembre 2001, 10h17. L'explosion, la première, vint de la terre. Un grondement profond comme si le sol était mouvant, un tapis que l'on secouait. Pas une vibration précise, non. Plusieurs mouvements vers l'avant, vers l'arrière, assez brefs mais suffisamment forts pour lui faire perdre l'équilibre, le forcer à descendre de son vélo. Son premier geste fut de regarder ses pieds pour vérifier si une fissure ne s'ouvrait pas sous lui. La rue était vide, aucun passant vers 10h du matin dans ce quartier, des voitures garées le long du trottoir, et lui, au milieu, accroupi, le souffle coupé. Le bruit percuta Léon une demi-seconde plus tard. Il pensa aussitôt à la Californie, la faille de San Andreas, un souvenir de ses cours de sciences. La grande catastrophe que craignaient les Américains, l'effondrement d'une extrémité du continent
Il s'était toujours demandé comment on pouvait vivre dans un endroit tout en sachant qu'à chaque instant, la terre pouvait vous engloutir, ignorer délibérément le péril. Le syndrome de Pompéi, il appelait ça. Considérer que la montagne que l'on contemple tous les jours est inoffensive, alors qu'un jour, elle va vous ravager. Le bruit est comme un coup, une main invisible qui le pousse, le plaque, le maintient au sol. Ses poumons se vidèrent, sa poitrine se comprima, il en éprouva une terreur sans nom. Il était déjà à terre quand la seconde détonation le renversa, un bang immense, une déflagration presque atomique. Et oui, c'était la faille de San Andreas, le Vésuve qui éclatait à nouveau, le cycle infini de l'histoire qui veut que les hommes s'épuisent à s'exposer au danger. Léon s'accrocha au trottoir, s'agrippa au caniveau, une pluie étrange s'abattit sur lui, une pluie scintillante, des gouttes fines et ciselées qui tombèrent en cliquetant, des fracas minuscules. Les yeux grands ouverts, il regarda chuter tous ces éclats, sans comprendre que c'étaient les vitres des fenêtres qui n'avaient pas résisté au souffle et s'étaient brisées. Le soleil se jouait des miroitements du verre et la rue, ainsi recouverte, ressemblait à la surface d'un lac opaque et profond. Une eau froide où l'on n'a pas envie de s'enfoncer. Tout près de lui, Léon aperçut 2 rats, sortis d'un trou, chassés de leur égout par l'onde de choc. Dressés sur leurs pattes arrière, immobiles, ils fixèrent un poing en l'air, pivotèrent ensemble vers le jeune homme, un peu hésitant, et le contournèrent pour longer sa jambe et se perdre plus loin. Léon les laissa s'éloigner, conscient d'être seul sur ce morceau de bitume, avec le ciel juste au-dessus, toujours bleu, un rectangle découpé entre les immeubles. Juste après, le silence. Un silence en apesanteur. Sa respiration, 1 fois, 2 fois, presque rauque. Il leva ses mains au niveau de ses yeux pour vérifier s'il n'était pas blessé. Tenta de bouger, mais son corps lourd était comme aplati, trop raide. Les nuées ardentes auraient pu le recouvrir. Il serait resté à cet endroit et on l'aurait retrouvé des siècles après, carbonisé, son empreinte fossilisée, preuve qu'il avait vécu, qu'il était mort là, Léon Marin, 19 ans, étudiant en philo, fils d'un raté et d'une pute, frère d'une conne, petit-fils d'une folle rescapée de la guerre. Merci beaucoup. Du coup, ma première question, c'est comment est né ce projet? Depuis combien de temps tu avais cette idée en tête d'écrire un roman familial ancré justement dans cette journée? Alors, je crois que quand on écrit, il y a 2 sortes d'idées. Il y a des auteurs dans la salle, je pense que peut-être qu'ils partageront ou pas d'ailleurs mon avis. Je crois qu'il y a 2 sortes d'idées. Il y a les idées au long terme et les idées flash. Il y a des idées qu'on mijote dans sa casserole depuis un moment et puis de temps en temps on soulève le couvercle et on se demande tiens, qu'est-ce que ça va devenir, et ça cuit lentement et ça vient de loin. Et puis il y a des idées flash comme ça, le plat qu'on prépare tout de suite au micro-ondes, enfin un peu raccourci, mais ces idées qui surviennent et on ne sait pas trop d'où. Cette histoire-là, c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que le jour où AZF a explosé, on en parlera peut-être, mais j'étais sur les lieux, j'étais à Toulouse, j'étais enseignante dans une école primaire, dans la proche banlieue de Toulouse d'ailleurs, et puis ça a explosé, il s'est passé cette journée, et je me disais, mais je vais en parler un jour. Enfin, c'était pas possible. C'était trop. Enfin, c'était trop de choses à raconter. Et puis il a fallu 20 ans pour décanter. Et mon idée flash, ça a été l'angle d'attaque, c'est-à-dire parler de Léon et de Frida et de cette famille. Donc c'est un mélange de ces 2 idées-là. Okay. Et l'écriture de ce roman, tu l'as commencé il y a longtemps Je crois que je l'ai commencé. Je sais plus exactement. Je crois que je l'ai commencé il y a 2 ans. C'était avant le Covid. Et en fait, j'ai commencé par en parler un peu autour de moi. Et je rencontrais les gens et je leur demandais et AZF, t'étais où? Et tu faisais quoi? Et comment tu... En fait, ce qui m'a passionnée dans la question AZF, comment tu l'as vécu, c'était que les gens l'avaient tous perçu AZF différemment. C'est-à-dire le ciel, la couleur du ciel... Il y avait différentes perceptions de la couleur du ciel ce jour-là.
les détonations de une, enfin, chacun avait vécu le truc de façon personnelle, mais le point commun, c'est quand même à 10h17, tout le monde sait où il était et ce qu'il faisait. Donc j'ai commencé par poser plein de questions pour savoir, pour sortir de mon expérience en fait. Parce que l'idée, c'est quand on écrit, c'est justement de s'extraire de son expérience. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et justement, ma question, c'est ton expérience à toi. Donc tu as commencé vaguement à en parler. Est-ce que tu veux en parler rapidement, j'étais enceinte de 4 mois. Et j'avais donc mon fils qui était en moyenne section ou en grande section, je ne sais plus. Et donc ça explose. J'étais avec mes élèves. On était à la récréation. La vitre de la salle des profs tremble. Et ma première réflexion, c'est de me dire qu'il y a un abruti qui a balancé un ballon sur la salle des profs. Donc, mais non. Donc on est sorti dehors, on était à Colomiers, et en fait on était près de l'aéroport, donc on pensait que c'était un avion qui s'était scratché. Mais quand même, ça avait quand même beaucoup secoué pour un avion. Et puis les infos il y a des infos qui étaient un peu floues, et on commence à recevoir des consignes du rectorat de se consigner, de rester confiné. Et le nuage est passé à ce moment-là. On a vu un gros truc parce que sur Colomiers c'était sur le parcours du nuage, donc on a vu cette grosse masse se diriger sur nous. On avait une grande cour, donc on voyait bien les choses. On a passé la matinée avec les gamins. On avait pour consigne de ne pas lâcher les gamins. Et il y avait les parents qui arrivaient en voulant les récupérer. Enfin, c'était des ordres et des contre-ordres. Je suis rentrée le midi pour récupérer mon fils. Et ce que j'avais mon mari qui l'avait récupéré à vélo, mais je savais pas trop s'il avait réussi à le faire. Et je vais sur la rocade et il y a la police qui m'arrête, qui me dit non, vous pouvez pas aller sur la rocade parce qu'on habitait dans Toulouse. Ah, s'il vous plaît, je suis enceinte, j'ai mon fils. Et ils m'ont laissé passer et j'étais toute seule sur la rocade avec genre les pompiers qui me doublaient en mode, c'était la fin du monde, la fin du monde. Et alors la petite anecdote, c'est que je voulais pas retourner à l'école l'après-midi. C'était trop. Et mon mari m'a pourri en me disant « Mais tu peux pas, tu as la responsabilité des gamins !» Donc je suis repartie dans ma voiture. C'était une pauvre petite voiture sur ma rocade. Excusez-moi, je dois retourner. Et voilà, ma journée. Alors, nous, on a eu de la chance parce que, contrairement à certaines personnes, on avait laissé les fenêtres ouvertes, il y avait la porte du garage qui s'était faite enfoncer. Vraiment, on a vu les trucs physiques des conséquences. Et puis le lendemain, on est allé, je pense, qui n'est pas allé les jours qui suivent dans Toulouse voir ce truc sur la rocade. Il y avait la Garonne qui était plein de détritus. Il y avait une ambiance morte dans Toulouse. Il y avait un côté, encore une fois, fin du monde. Et du coup, ça arrive à ma question suivante. A priori, tu t'es quand même inspiré plus ou moins de ce que toi, tu as vécu dans l'école. Il y a une scène, je veux spoiler personne, mais il y a plusieurs scènes qui se passent dans une école parce que Frida, du coup, la sœur est instite. Et donc, il y a une scène avec des élèves, avec des parents qui veulent récupérer les élèves. Est-ce qu'il y a d'autres personnages ? Est-ce que pour certains personnages, tu t'es inspiré justement de ce dont tu parlais, des anecdotes que les gens t'ont racontées ? Mais ça, c'est la cuisine de l'écriture, c'est-à-dire qu'on mêle la réalité et l'imaginaire de façon totalement... C'est comme des tresses, en fait. Et on noue les différents pans de la tresse. Et je serais... Alors, si je mens quand je dis je serais incapable de dire là, c'est fou. Mais le but, c'est justement de se perdre dans la fiction et dans la réalité. C'est pas un récit, c'est un roman. Donc, oui et non. C'est de la mauvaise foi, mais voilà, c'est ça le but de l'écriture, c'est de s'éloigner du réel pour s'en approcher le plus possible. C'est un paradoxe. Oui, se servir des différents retours et mixer tout ça. On en revient encore un petit peu au plat et à la cuisine. Oui, on reste là. C'est la thématique d'aujourd'hui. Et ce roman est donc sorti chez Bayard Jeunesse. Est-ce qu'en l'écrivant sur ce sujet-là, avec ses retrouvailles familiales, sur l'exposante d'AZF, est-ce que tu t'étais dit que c'était quelque chose que tu voulais écrire pour des ados
Ou quand tu écris, tu réfléchis pas forcément au public que tu vas viser? En fait, Est-ce que c'est plus large? Je l'avais écrit pour une éditrice qui s'appelle Sylvie Gracia, qui était mon éditrice au Rouergue, et qui était partie du Rouergue et qui m'avait demandé, voilà, enfin, on était sur, voilà, je lui ai proposé le texte. Et en fait, je crois que mon texte, il est vraiment entre, c'est pas une littérature générale, enfin quoique, mais c'est vraiment, il est à la marge puisque mes personnages sont des jeunes adultes, donc en fait je sais pas comment répondre à cette question. Désolée. Non. Je crois que à un moment on écrit, je sais pas si on écrit pour un éditeur ou. Enfin, quand je dis que je l'ai écrit pour mon éditrice, c'est parce que j'avais une relation avec elle et que je savais qu'on pouvait être dans l'échange. Mais sinon, en fait, je me suis pas posé la question. C'est pour ça que je peux pas y répondre. Oui, mais souvent, cette question-là, les auteurs, les autrices me disent qu'ils savent, en écrivant, pas forcément à qui ils vont s'adresser. Ils s'adressent forcément à un lectorat, à des lecteurs, à des lectrices, mais sans forcément fixer la tranche d'âge visée. Et ça, après, c'est un travail d'éditeurs et d'éditrices qui se dit on va plutôt le mettre en jeune adulte, en ado, en adulte. Oui, c'est ça. Mais je suis assez d'accord que c'est de la jeunesse, mais c'est de la littérature générale et c'est pas que de la jeunesse, c'est bien au-delà. On pourrait en mettre dans tous les rayons, non. Mais littérature adulte et littérature jeunesse. Est-ce que tu es d'accord pour faire une deuxième lecture ? Donc en fait, il y a 6 grandes parties et chaque partie parle d'un des personnages. Donc d'abord il y a une partie sur Léon, après il y a une partie sur Frida, après il y a une partie sur la grand-mère, après une partie sur la mère des enfants, enfin des grands-enfants, et il y a un retour sur... après il y a François, le père, Léon, Frida, enfin voilà, c'est vraiment un mélange de points de vue. Et là, donc le premier chapitre que je vous ai lu, c'était le point de vue de Léon. Là, je vais vous lire un petit passage sur les retrouvailles avec leur mère. Donc leur mère tient un bar, place du Ravelin. Alors j'insiste, place du Ravelin, parce que je voulais vraiment situer physiquement les lieux. Et en plus, le bar, il existait, il existe toujours. C'était là que je voyais le décor. Donc leur mère tient ce bar et ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants. Ils sont en froid. C'est une famille qui s'entend pas. Au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'écouter. Et donc ils se retrouvent chez leur mère, parce qu'ils cherchent leur père. Et voilà. Toutes les disputes remontaient à la surface, ces vieilles querelles jamais résolues. Elle se leva, sa chaise se renversa, emportée par la brutalité de son mouvement. Elle s'approcha de son fils. Peut-être pour le gifler. Elle lui fit face quelques secondes. Bruno et Frida avaient posé leur couvert. Alors Bruno, c'est le compagnon de Inès. Ils attendaient. Elle aurait pu lui hurler que depuis qu'il était né, il lui pourrissait la vie. Peut-être qu'il s'attendait à cela. On n'était pas obligé d'aimer ses enfants. On pouvait aussi les détester. On n'était pas forcé de se souffrir si on ne s'aimait pas. Inès entoura son fils de ses bras au niveau de sa poitrine. Et ce fut soudain, il ne put se défendre. Elle le serra fort jusqu'à l'étouffer. Ses muscles étaient contractés, elle y mit toute sa force. Il tenta de la repousser, elle s'accrocha. Il gueulait « Lâche-moi, lâche-moi !» Comme ils se tortillaient dans tous les sens, ils chutèrent ensemble sur le sol.
Un bruit mat. Lui sur le dos, l'arrière de son crâne heurtant le sol, elle l'écrasant de sa masse compacte. Elle s'excusa quand même, pardon Léon, mais elle continuait à le presser, à le maintenir plaqué. Il remuait, ondulait du bassin, soulevant ses jambes, mais elle tenait bon. Il haletait, elle resserra davantage son étreinte, ses cuisses placées contre celles de son fils, ses pieds entremêlés aux siens. Elle entendit Bruno qui répétait « Attention, attention !» Il pensait sans doute à son ventre, mais elle n'en tint pas compte. Quand Léon tenta de la renverser, elle lui saisit les bras. Son fils poussa un hurlement de rage et la secoua dans tous les sens, mais elle résistait, l'écrasant, l'étouffant pour qu'il cesse de gigoter. Ses cheveux fouettaient le visage de Léon. Elle ne redressa pas la tête, l'envahissant, lui masquant la vue, riant presque de son regard effaré de bête prise au piège, un cheval de rodéo qui veut se débarrasser de son cavalier et s'épuise en de vaines convulsions. Oui, elle se mit à rire. Elle se pencha et vint placer sa bouche dans son cou, juste sous son oreille, comme quand il était petit. Sentir du bout des lèvres sa peau douce, respirer son odeur la même, toujours. Il hurla qu'elle était folle. « Oui, oui, ta mère est folle », elle lui répondit, toujours fourrée dans ce creux, et elle riait parce que c'était vrai. Elle était complètement frappée à faire un gosse à son âge, à croire qu'on peut se sauver et aimer encore ses enfants. Elle riait, son ventre riait, tout son corps en tremblait de ce rire absurde et intense. Frida s'allongea le long des corps de sa mère et de son frère. Elle les entoura de son bras et de sa jambe, les escaladant presque. Inès recueillit sa chaleur et son souffle qui l'enrobèrent. La main de sa fille s'insinua, glissa lentement jusqu'à atteindre l'arrondi de son abdomen. Et parce que son rire était sans doute contagieux, elle entendit les gloussements de Frida. Léon protestait « Vous m'écrasez, bande de tarés, bande d'hystériques !» Mais il avait cessé de lutter. Il ne riait toujours pas, ne souriait pas non plus, mais c'était un taciturne. Inès connaissait son point faible, son dernier recours, l'arme fatale. Elle le chatouilla sous son aisselle avec son index, en appuyant fort. Il protesta « Non, maman, mais pas ça !» Elle insista, Frida fit de même de l'autre côté, et ils se mirent à tanguer à droite, à gauche, avec Léon qui s'étouffait. « Non, non, vous n'avez pas le droit !» Mais il était trop sensible et bientôt il pouffa. Il lui était impossible de résister. À bout de force, Inès cessa de s'imposer, elle s'immobilisa, elle posa sa tête sur l'épaule de Léon qui ne la repoussa pas. Frida fit de même, leurs respirations se mêlèrent et ce n'était pas la paix, l'amour, la réconciliation, le pardon, tous ces grands mots. On en était loin, c'était juste doux. Merci beaucoup. Je suis très contente que tu aies choisi cet extrait-là parce que je l'ai lu 2 fois, ce roman, et cette scène-là, elle m'a vraiment marquée. Et là, en relisant le roman, c'est une de celles, je pense, que j'ai préférées, même si c'est impossible de dire quelles sont les scènes préférées. Mais du coup, ça m'amène à ma question suivante. Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été plus difficiles à écrire, justement des scènes liées peut-être à la catastrophe ou des scènes familiales? Je crois que le plus dur, c'est d'arriver à écrire sans dire les choses. En fait, arriver à écrire sans tomber dans de l'explicatif, sans être dans... voilà, c'est une scène de retrouvailles entre des gens pudiques qui... Voilà, donc la difficulté, je crois, pour un auteur ou une autrice, c'est d'être dans la complicité avec son lecteur et de faire passer les choses. Et je crois que c'est ce que je travaille, enfin c'est ce que je me tâche à travailler le plus. Okay. Et est-ce qu'il y a des scènes qu'il a fallu retravailler ou qu'il a fallu enlever des scènes initiales? Enfin, retravailler forcément tout le temps. Mais couper je sais plus. Le retravail, c'est que ça, c'est couper, tailler dans le gras. On est toujours dans la métaphore cuisine, je suis désolée. J'ai peut-être faim aujourd'hui. Mais arriver à être dans... En fait, alors, si je devais prendre une autre métaphore, c'est celle de la sculpture. C'est-à-dire, je crois que le texte initial, c'est un bloc.
et qu'après on va taper au burin, où on va affiner les formes. Et ça, c'est le travail, il me semble, de l'éditrice. En l'occurrence, Leslie Meyer, avec qui je travaille à Bayard. Et puis, être dans ce travail d'affiner la forme, donc d'enlever, d'ôter, de rajouter, de raboter. Alors, j'ai pas en tête exactement les passages, mais ça fait partie du processus, oui. Mais il n'y a pas de scène qu'on t'a demandé d'enlever, auquel tu tenais et qui t'ont fait... Non. Non. De toute façon, si on m'avait demandé d'enlever une scène que j'aimais, je l'aurais gardée. Donc, ouais, non. Okay. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça au début. Ce que j'aime bien avec les rencontres, c'est quand c'est pas forcément que moi qui pose des questions. Donc là, c'est tout le contraire depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, si jamais. Je vais encore en poser une ou deux et après, je fais passer le micro avec grand plaisir. Mais du coup, j'avais une autre question. Vu qu'il y a des connaissances à toi dans la salle, ils ont peut-être la réponse, mais moi, je ne l'ai pas. Comment est-ce que tu es rentrée dans la littérature en tant que lectrice et du coup en tant que romancière? Alors, je crois que j'y suis rentrée. Alors, la réponse classique, c'est bon. Alors, j'essaie de trouver une façon de répondre. Rentrer en littérature, il y a plusieurs entrées, je crois. Il y a plusieurs pas, et il y a plusieurs portes, et il y a plusieurs seuils. Je crois que le premier seuil, c'était celui que ma mère a ouvert en me disant « Toi, tu vas écrire quand tu seras grande. » Je crois que c'est voilà, c'est la porte d'entrée. La seconde porte d'entrée, c'est... Oh, il y en a tellement. Tous les ans, je crois en fait, j'ai fait des études de philo. Et en philo, on écrit et on lit, et on écrit et on lit. Et donc, tous les ans, je pondais un roman. À partir de mes 20 ans, je pondais des romans. Et je saoulais ma famille parce que, encore une fois, chaque été, c'était un roman que j'écrivais et j'envoyais par la poste et je crachais dessus sur mes enveloppes pour que ça porte bonheur. Et au début, j'avais 0 retour. Après, j'avais des lettres toutes faites, là, les trucs qu'on reçoit où on sait très bien que ça n'a pas été lu. Après, j'ai commencé à recevoir des réponses un peu plus personnel. Alors, ouais, chouette, hein, ils m'ont quand même un peu lu. Et puis, j'ai eu de la chance de participer à un projet avec le théâtre le TNT, à l'époque de Toulouse, où on recevait des auteurs de théâtre de jeunesse contemporain. Alors, je parle, pour ceux qui connaissent, de Wajid Ouawad, de Fabrice Melchior, de Pomera. Et on les recevait chez nous, dans nos classes. Et puis, les gars nous parlaient de leur écriture et... Et c'était juste un truc de nourriture. Donc c'est pour ça que je crois que j'ai commencé à écrire. Et ma première entrée, c'était par le théâtre. Et puis mon premier roman, Shalom Salam, il a été écrit, je crois, en un mois. C'était l'été. C'était pendant la guerre du Liban. Ça pétait de partout. Je m'enfermais de 8h du matin jusqu'au soir. Je savais pas ce que j'allais écrire le lendemain et ça venait. Et c'est l'histoire un peu de ma famille. Et je l'ai envoyé par la poste, en crachant sur l'enveloppe, à 4 éditeurs. Et les 4 m'ont répondu. Et la première, c'était Sylvie Gracia du Rouergue. Et en tant que lectrice, est-ce que tu lis de la jeunesse ou pas forcément ? Énormément. Ouais, énormément. De façon compulsive. Et c'est vrai que lire... Ah, il y a une ancienne élève à moi qui vient d'arriver. C'était son anniversaire hier. Bon Farah. Tu vois, Farah. Et je sais plus ce que je disais, du coup. Que tu es une lectrice compulsive. Oui, voilà. Oui. Et de la jeunesse, de l'adulte, de tout. De tout, tous les genres. Là, je viens de lire La Veuve. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un western, c'est génial. De Yann, je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est un western avec une femme comme héroïne et c'est terrible. Tu m'as devancé. J'allais poser la question, j'aime bien coincer pendant les rencontres et dire est-ce que tu peux nous parler du dernier coup de cœur ? Mais du coup, La Veuve. Voilà, c'est fait. Ah, mais j'ai honte de ne pas savoir l'autrice. Yann.
il y a quelque chose. Et je sais très mal parler des livres en plus, donc ça va pas le faire. Mais ouais. Et ma dernière question, et je vous passe le micro. Est-ce que tu es sur d'autres projets dont tu veux nous parler ou pas? C'est ça qui est très étrange, c'est que, en fait, j'ai abandonné, j'ai coupé le cordon avec Pas la fin du monde. Il y a quoi? Il y a 6 mois, 7 mois, je ne l'ai plus touché, j'étais plus en contact avec les personnages. Et là, j'ai pratiquement terminé le prochain roman. Et c'est très drôle de parler de celui-là, alors que j'ai la tête totalement dans celui que je suis en train d'écrire. Et il y a un peu un effet d'un décalage qui est étrange, parce que je suis tellement dans le dernier, qu'il faut que je me force à revenir à celui-là. Mais c'est un plaisir, hein. Mais c'est quand même assez étrange, parce qu'on est habité par notre histoire, on est habité, on pense à ça tout le temps. Quand je mange, encore une fois manger, je suis désolée, c'est vrai que quand on écrit, on est dans son écriture et on pense qu'à ça, et on est un peu dans une bulle, puis après on arrête. Ça fait bizarre. Et puis après, on se replonge dans un truc, dans son autre bulle. Et c'est un peu, c'est bizarre d'être dans cette autre bulle. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je fais tourner le micro à la salle? Du coup, moi, je me demandais si aujourd'hui, cet épisode d'AZF, qui finalement n'est pas présenté comme le sujet principal de ce livre, mais qui en même temps est très prégnant, était digéré. Alors, mais il a été digéré très vite, je pense. C'est pas forcément en termes de digestion, bien que, encore une fois, on revient, merci. Mais c'est plus en termes de... il y a une forme d'arrêter d'y penser et d'être taraudé par quelque chose. Donc, ça me permet d'y... Ouais, voilà, c'est bon, j'en ai parlé, j'en ai fait un sujet, et du coup, voilà, donc je peux passer à mon autre sujet, celui dont je suis en plein dedans. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours passionnant, de rencontrer les gens et de demander alors AZF. Je suis sûre que tous ceux qui étaient là, qui étaient présents, voilà, je vous demande AZF. Vous savez où vous étiez. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole? C'est pas facile en même temps. Du coup, on peut aussi s'arrêter là. On va continuer avec une séance de dédicaces. Vous n'êtes pas obligé de faire dédicacer des livres. Vous pouvez venir discuter de où vous étiez ce jour-là. Ça fait combien de temps, du coup? On est en 21 ans. Vu que, en effet, tout le monde se souvient, tous ceux qui étaient à Toulouse. Et voilà, merci beaucoup. Mais je crois que Pascal t'a parlé d'AZF dans un de tes textes. Oui. Hein. Parce que je regardais un peu, et il n'y a pas tellement de romans qui parlent d'AZF, me semble-t-il. Il fallait du recul. Je pense que tu avais raison d'attendre. Parce qu'on n'avait pas Quand on était dans l'émotion, on ne pouvait pas décoder l'événement, on ne pouvait pas le comprendre, si tant est qu'on puisse encore le comprendre. Aujourd'hui, je le comprends. Mais moi, je sais que j'ai eu je vais faire une parenthèse brève, mais moi, je travaillais sur AZF avant l'explosion. Je préparais un roman qui se passerait à AZF en août 2001. Et l'AZF de base. De base, voilà. Et je n'avais pas du tout imaginé ce scénario-là. Et quand c'est arrivé, évidemment, j'ai dû revoir ma copie, mon scénario. Et ça a mis du temps, parce qu'il y avait quand même un effet traumatique. Et oui, ça, j'ai pas employé le mot, mais il y a une idée
trauma oui. collectif. Qu'il fallait surmonter. Moi, je sais que tu l'as évoqué tout à l'heure. Ce que tu as vécu est assez exceptionnel, assez spectaculaire même, hein, la rocade et tout. On a chacun quelque chose comme ça de spectaculaire qu'il a fallu surmonter. Et plus ou moins selon que des proches étaient touchés, blessés, affectés. Moi, je sais que je me suis réveillé avec un plafond sur la tête et j'ai fait ce qu'il fallait pas faire en tant que parent. J'ai été chercher ma belle-fille à l'école d'à côté avec l'écharpe autour du cou. Mais c'est ce qu'on a tous fait. Voilà. Et après, on a pris la mesure de cet événement on a mis plus ou moins de temps à s'en remettre. Moi, j'ai eu besoin de 6 mois. Voilà, j'étais plombé, vraiment. C'était le cas de le dire. Oui, c'est vrai qu'on se souvient tous. J'étais contente parce que la description que tu fais des secousses, du souffle, etc., correspond à ce que moi j'ai vécu. Donc, on a bien vécu la même explosion avec ton héros là. Donc, moi, ce que je trouve salutaire, et je te remercie pour ça, c'est d'avoir fait basculer ça dans la fiction. Et ça, moi j'ai un peu la chair de poule en le disant, c'est un truc, moi j'ai fait un syndrome post-trauma, hein, je me suis soignée pendant très très longtemps. Et j'ai entre autres eu énormément de mal à accepter que puisque j'étais enseignante aussi dans une école, que pendant les 2 premières heures après l'explosion, je n'ai pas pensé à mes enfants, mais aux enfants qui m'étaient confiés et dont j'avais la charge. Et j'ai trimballé cette culpabilité horrible de ne pas avoir pensé à ce qui était arrivé à mes enfants qui étaient au collège à quelques encablures de là. C'est horrible. Bon, maintenant, c'est OK. Voilà. Eux m'ont pardonné, donc tout va bien. Et je me suis pardonnée. Mais c'est d'avoir vécu toutes ces choses-là, condensées en si peu de temps. Je disais, on a vécu une cure de réel. Moi qui étais beaucoup dans la fiction, à travers les albums de ma classe, de ce que j'écrivais, etc., tout d'un coup, le réel m'a sauté au visage. Et là, de savoir que ce réel-là, t'as fait avec ta petite cuisine que tu nous as décrite, merveilleuse cuisine que j'aime beaucoup, tu sais, de savoir que tu l'as refait basculer dans la fiction, je sais que ça va peut-être, pour moi, m'aider à mettre un point final à ce truc-là, que je traîne depuis 21 ans, et voilà, donc c'est quand même assez... ça va, quoi. Donc, sans doute que tu vas m'aider à ça, je te remercie. Et du coup, c'est aussi toute la beauté de ces moments terribles, enfin, la reconstruction après... Mais c'était ça, c'était réinjecter... Parce que, encore une fois, AZF, c'est le pendant de ce qui... Enfin, c'est l'envers de ce qui est arrivé à cette famille. Cette famille qui a explosé. Depuis 10 ans, ils ont explosé. Il y a eu un AZF à l'intérieur. Mais comme dans toutes les familles, il y a des petits AZF qui se produisent, mais c'est des AZF de... Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu AZF que cette famille-là se retrouve. Mais en même temps, c'est pas cucu, c'est pas non plus des retrouvailles, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime pour toujours. Parce que la vie, c'est pas ça. Donc oui, il y a une idée de reconstruction et il y a une possibilité de s'aimer malgré tout et de s'accepter tel qu'on est. Donc je pense que le thème du livre, c'est ça surtout. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Il s'agissait d'une rencontre avec Rachel Korenblit, autrice du livre Pas la fin du monde, paru aux éditions Bayard Jeunesse, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 3 septembre 2022. Rachel Korenblit a à son actif une trentaine de romans, dont beaucoup publiés aux éditions du Rouergue, comme Shalom Salam maintenant, Que du bonheur, Le rire des baleines, Plié de rire, vert de peur. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.